en toute honnêteté, si vous voulez, si je veux être franc, je suis un peu orphelin ce soir. Il y a un petit côté triste quand même. Bonjour à tous, ce soir c'est l'écran noir sur C8, la fin de TPMP. Vous l'avez vécu hier soir avec Cyril Hanouna, 3 millions de téléspectateurs, et avec Maître Fabrice Divisio. Bonjour Maître. Bonjour. Vous avez participé combien? Des centaines de fois? Des dizaines de fois à TPMP? Pas des dizaines, des centaines de fois. Depuis 2021? À la fin du Covid, j'étais à 50 et quelques apparitions dans l'émission, 50 et quelques... présence en fait, et je crois que là je dois être à plus d'une centaine. Oui, c'est pour ça plus d'une centaine. On veut vous faire partager le retour d'expérience de Maître Divisio sur TPMP. Vous avez des choses à nous apprendre, mais d'abord dites-nous comment vous avez vécu cette folle soirée. D'abord folle, c'est bien le mot. Moi j'étais dans les coulisses, je suis arrivé à 20h, j'en suis reparti à 22h30 et c'était une ruche. Tout le monde s'agitait dans tous les sens. Alors les stars de la télé étaient là, passant de Julien Courbet à Patrick Sébastien ou d'autres encore. Tout ce monde-là défilait. Moi, je ne savais pas ce que je devais faire. Je n'avais pas tout compris quel était mon rôle, qui ne se limitait pas à grand-chose. Et vous avez envoyé un texto quand même avant? Oui, enfin, on a un petit peu parlé avec les programmateurs. Mais moi, je tenais juste... finalement, je m'en fiche un peu. Moi, je voulais être là pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur le fait que mon soutien était total à la chaîne, que cette fermeture est une fermeture digne de l'Union soviétique, et par ailleurs afficher un soutien total à Cyril Hanouna. Et cela étant, je le dis d'autant plus que je suis parti. C'est moi qui suis parti avant la fin. Je suis parti il y a 3 semaines. Pourquoi? Parce que Cyril et moi n'avions pas tout à fait la même vision de l'émission, de ce qu'a été devenu, et qu'il est chez lui et il a le droit de conduire son émission exactement comme il veut. Il la concevait de plus en plus comme une émission de divertissement. Et moi, je n'avais pas tout à fait signé, entre guillemets, pour ça. Mais il a dit que ça cartonne, le divertissement. Oui, il a raison, ça cartonne le divertissement, mais moi, je lui reproche absolument rien. Hein. Je veux dire, il est chez lui, il mène ses émissions exactement comme il l'entend, et il est talentueux. Pour autant, moi, je ne suis pas un chroniqueur. J'ai un rôle, j'ai un message à faire passer. J'y étais tant que ça servait de mes idées. J'étais pas pour prendre la lumière, en fait. On n'est pas au soleil en train de se faire bronzer, là. On est en train de utiliser un vecteur qu'est le média pour alerter, attirer l'attention, ouvrir des champs de discussion, des débats. Si effectivement ça n'est plus l'endroit, ça n'est plus l'endroit. C'est pas grave en fait. Et ça veut pas. Il faut pas voir le monde en noir et blanc. Il y a aucune inimitié entre Cyril et moi. Il y en aura jamais. Pour le coup, ça c'est très clair. Il y en aura jamais. Cyril est quelqu'un que moi j'adore, qui est une personnalité de talent, un homme extrêmement généreux. Et c'est pas parce que dans les derniers temps de l'émission, je n'étais plus forcément à ma place que ça remet en cause à la fois la qualité de l'émission, le talent de celui qui l'anime et l'amitié qui nous lie. Est-ce que vous avez pris du plaisir? Est-ce que j'ai pris du plaisir? C'est une bonne question. Oui, jusqu'à un certain point. Et quand j'en ai plus pris, j'ai arrêté. Mais c'est une drogue un peu quand même, non? C'est une bonne question. Je crois que oui. La télé, c'est une drogue. La télé, c'est une drogue. Non, mais c'est vrai. On aime ça. C'est pour ça que c'est bien que j'arrête. C'est pour ça que c'est bien que ça s'arrête. Parce que moi, j'ai bien perçu, si vous voulez, à un moment, qu'il y a quand même une tentation naturelle qui est celle de prendre la lumière, justement, en fait. D'avoir sa petite séance d'UV, quoi. Et au fond, la présence s'efface devant le message, quelque part, ou l'inverse. Le message fait dans la présence. Par là, c'est que... Et autrement, ce que je veux dire, c'est qu'au fond, ce qui va compter, c'est qu'on vous voit, pas qu'on vous entende. Ce que vous avez à dire n'importe plus du moment qu'on vous voit. Et moi, ça, je voulais pas tomber dans ce travers-là. Moi, j'ai jamais cherché la visibilité. C'est-à-dire qu'il y a un point qui est très clair, c'est que j'ai jamais cherché la visibilité. Moi, j'ai fait passer un message qui est le fait que la liberté n'est plus la règle en France, à l'occasion du Covid, et j'avais expliqué ce qui allait se passer, qui est en train de se passer. Et à partir de là, TPMP a été un vecteur, et un vecteur privilégié, parce que 2 millions de téléspectateurs, ça ne s'invente pas. Ça ne se refuse pas non plus. Et à partir de là, une fois que les idées sont passées, une fois que le message est délivré, bon, ça s'arrête. Des avocats, maître, il y en a un paquet. Pourquoi vous? C'est à lui qu'il faut le demander, pas à moi. Il vous l'a dit? Il me l'a dit
Vous savez, Cyril n'est pas quelqu'un de très loquace. Je veux dire, c'est-à-dire que il a le compliment facile, mais en même temps... merci les chéris. Voilà, c'est merci les chéris, c'est je t'adore, et t'es une bête. En fait, bon, je suis pas stupide, je sais pourquoi. Parce que si je suis avocat, je reste effectivement quelqu'un de spectacle aussi. C'est-à-dire que je sais comment... J'ai compris très vite les codes de la télé, j'ai compris les codes de l'émission, et moi, enfin, en toute honnêteté, j'ai aimé cette émission. J'ai fait, on parlait de centaines de fois, c'est une chose, mais je ne sais plus combien de passages télé j'ai eu si on totalise l'intégralité des chaînes que je passais depuis 2021, mais ça se compte en plus. Je crois que c'est 700 ou 800 apparitions en tout. Et en fait, c'est le seul endroit où je me sentais bien, moi. En toute honnêteté, si vous voulez, si je veux être franc, je suis un peu orphelin ce soir. Il y a un petit côté triste quand même. La télé, Maître Divisio, c'est un monde impitoyable. Si vous aviez été mauvais, on vous aurait dégagé. Ben oui, mais ça c'est sûr. Est-ce que c'est pas la vie qui est impitoyable? Est-ce que c'est pas ça le drame de notre vie, qu'on dégage les mauvais? Bien, si vous voulez, je suis pas dupe, je fais de l'audience, je viens, mais je me suis jamais compromis non plus. C'est-à-dire qu'il n'était pas question il y a des fondamentaux avec lesquels je négocierai jamais. Et c'est comme ça. Lesquels? Lesquels tout simplement, effectivement, l'honnêteté intellectuelle, celle de dire que oui, on nous vole des libertés publiques, que oui, effectivement, on est dans une société qui se tyrannise à grands pas. Je n'aurais jamais accepté que l'on vienne moquer ma foi, par exemple, en public. Et ça, il faut quand même noter le grand respect qu'a eu Cyril là-dessus. Je n'ai pas accepté, par exemple, lorsque je suis parti la dernière fois, tout le monde dit j'ai été vexé. Non, c'est pas ça. C'est qu'il s'est montré un peu familier, riant à gorge déployée. Et encore une fois, c'est son droit. Moi, j'ai pas à le critiquer là-dessus. Simplement, je trouvais que du coup, j'étais plus à ma place, puisque moi, j'étais là pour, en plus, sur le sujet de l'éducation scolaire, des vacances, qui est un sujet qui me touche. Et j'avais un message à faire passer. Par ce moment, je ne peux plus le faire passer. Bah, j'arrête, en fait. C'est simple. C'est pour ça que je suis parti. Et je suis parti sans éclat. Je suis parti sans scandale, finalement. Je suis parti sur la pointe des pieds, avec beaucoup de délicatesse, en lui disant si tu as besoin de moi, je serai toujours là. Et finalement, il m'a réinvité hier soir. Donc, on a continué à échanger. C'est bien la preuve qu'on n'est pas obligé de se fâcher. La télé, c'est que de la télé, comme il disait, finalement. C'est lui qui avait ça comme expression. Il disait la télé, c'est que de la télé. Il y a quelque chose de vrai là-dedans. Est-ce qu'il est d'extrême droite? C'est une question intéressante. Il paraît qu'il ne faut pas le dire, donc j'en sais rien. Je vous dirais... C'est une question qui se pose, maître. Hein. Alors, je ne sais pas, j'ai tweeté le fait qu'il ne faisait guère mystère du fait qu'il était plutôt à droite. Et la presse l'a repris comme si c'était un scoop, mais je ne pensais pas avoir révélé une info particulière. Il me semble que 2 millions de téléspectateurs ont régulièrement vu depuis quelques années qu'il n'était pas forcément le cœur très à gauche, quoi. À côté de ça, il payait 2 000 € Raquel Garrido. Oui, mais ça, c'est à gauche caviar. Par émission. C'est à gauche caviar. Mais d'ailleurs, c'est intéressant de constater qu'au fond, il est un peu inclassable, Cyril. C'est pour ça que moi, je l'aime vraiment énormément, parce que j'ai retrouvé quelque chose de... On a un trait commun, en fait, c'est qu'on n'est jamais vraiment là où on nous attend. Le type, il est d'extrême droite, mais en même temps, il paye 2000 balles Garrido. En même temps, tout le monde pensait qu'il était d'extrême gauche jusqu'à ce qu'il se frite avec Boyard. Et en même temps, tout le monde l'accuse de faire de la politique et d'être un chroniqueur politique. Et en même temps, il fait du divertissement. Maintenant, il vous dit c'est génial. Mais en même temps, il crée sa chaîne. Moi, il a un côté fascinant. Moi, en toute honnêteté, je suis fasciné par ce garçon, qui est un pur génie, en fait. Comme dans tous les génies, il y a une part de folie. Et ça le rend absolument inimitable, en fait. Mais justement, la politique, qu'est-ce que ça représente pour lui? J'en sais rien. C'est quoi? C'est un terrain de jeu? En fait, je crois que la politique, c'est un terrain de jeu pour tout le monde. D'abord pour les politiques, finalement. C'est-à-dire qu'au fond, c'était ça le drame. C'est qu'on est dans un pays où les journalistes font de la politique et les politiques du journalisme. Le truc, c'est que je crois que... Il l'a dit hier soir, il a dit qu'au fond, il avait une certaine vision de la société. C'est la raison pour laquelle il avait pensé à se présenter à la présidentielle. Je comprends qu'il n'y soit pas allé. Je le regrette, mais je le comprends. Et au fond, il a essayé d'incarner une certaine vision de la société durant ces années. Donc la politique comme terrain de jeu, oui, probablement. Oui, probablement. Mais en même temps, je crois vraiment que c'est quelqu'un qui
qui constate aussi les difficultés que notre pays pose. Alors on dit, moi je discutais hier soir en coulisses avec des gens qui disent oui, mais vous comprenez, en fait il exagère un peu, il n'y a pas vraiment d'insécurité en France. Est-ce qu'on peut raisonnablement dire qu'il n'y a pas d'insécurité en France? Est-ce qu'il y a encore des gens pour dire qu'il n'y a pas d'insécurité en France? Oui, mais vous comprenez, finalement, le wokisme, il fait du wokisme, il ne sait pas ce que c'est. Oui, enfin bon, on voit tous ce que c'est le wokisme. Donc vous avez affaire à quelqu'un qui a une certaine vision de la société. Oui, elle est celle partagée par le groupe auquel il appartenait jusqu'ici. Et alors, j'ai envie de dire, quand vous avez Quotidien qui vous explique qu'il n'invitera jamais des membres du RN, il ne fait pas de la politique? Est-ce qu'on se pose cette question? On ne pose pas cette question. On ne se pose la question de la politique que quand les gens font de la politique à droite. Quand ils font de la politique à gauche, ils font du journalisme. Ça veut tout dire, ceci dit. Maître Divisio, est-ce qu'il était en roue libre? Quelqu'un qui a des intuitions géniales, je reprends votre expression, c'est un génie, il est talentueux, mais finalement personne ne le cadre. C'est comme ça peut-être qu'il était bon. Mais est-ce que quelqu'un l'a conseillé, par exemple, pour sortir du divertissement et aller sur un terrain où il s'est mis en danger jusqu'au point que son émission soit arrêtée? Je crois pas. Vraiment, je crois pas. Je crois que personne peut dire à Cyril ce qu'il a à faire. Vraiment pas. Il écoute, mais pour autant, il a une grande liberté. Moi, je le vois bien, pour le connaître un peu, je vois bien comment il fonctionne. C'est un type qui fonctionne à l'intuition. Mais encore une fois, hein, loin de moi de lui reprocher, je suis comme ça. Je comprends ça. Il y a toujours on sent un truc et on le fait. Et lui, il le fait avec la fortune qui est la sienne. Il le fait avec le succès qui est le sien. Et donc, forcément, ça a plus d'impact que quand c'est moi qui le fais, quoi. Quand il dit « je me bats contre tout ce qui fait reculer la France, il faut tout reprendre à zéro, haro sur les hauts fonctionnaires », tout ça, vous dites c'est démago, à quoi ça sert de dire ça? Je dis on s'en fout, il dit ce qu'il veut. Oui, mais devant 3 millions de personnes. Et alors? Et alors? Il dit ce qu'il veut. Et sa parole compte, parce que quand il parle, ça compte plus peut-être qu'un politique. D'abord, ça pose un problème si on dit ça. D'abord, ça montre bien qu'effectivement, on a un problème. C'est-à-dire que si la parole de Cyril Hanouna compte plus qu'un politique, ça témoigne quand même du niveau auquel on est arrivé en politique. Ça veut dire que l'homme politique n'a plus aucun poids. Mais de fait, j'ai envie de dire que la parole de mon chat compte plus, le miaulement de mon chat compte plus que la parole de l'homme politique aujourd'hui en France. Donc, nous ne trompons pas de débat. L'aboiement de mon chien compte plus que la parole politique. Le truc, c'est que il a une vision de la société, il l'a donnée, on lui a posé la question, il l'a donnée, fin de l'histoire. Finalement, il n'y a pas de débat, en fait. Je veux dire, je suis désolé, mais quand vous avez sur le service public audiovisuel ou radiophonique, vous avez en permanence... quand Apathy, par exemple, vient vous expliquer, vient comparer la guerre d'Algérie, donc la colonisation, au nazisme, au crime du nazisme, c'est pas de la politique, ça? La politique pure. Après, évidemment, on dit, mais non, c'est de l'histoire. Et après, on vous dit, mais non, c'est de l'opinion. Voilà, tous les gens de gauche sont très contents à cette comparaison. Mais elle n'est pas anodine, cette comparaison. Et je ne lui reproche pas de la faire, il fait ce qu'il veut. C'est pas moi qui défends la liberté d'expression pour empêcher les gens de parler, quand même. Mais à un moment, il est un fait que Jean-Michel Apathy a fait de la politique. Lorsque BFM vous explique pendant le Covid qu'ils ont suivi les instructions gouvernementales, c'est ce qu'ils vous disent, hein, parce que l'idée c'est de suivre la ligne gouvernementale pour ne pas faire émerger le doute dans l'esprit des téléspectateurs, c'est quoi? C'est pas de la politique. Quand vous avez Macron qui représentait à lui tout seul plus de 46% du temps de parole sur tous les médias contre effectivement à peine le même temps sur tous les autres candidats, c'est pas de la politique. On n'a fait que ça, les médias font que ça de la politique. Et finalement, on ne s'intéresse et on ne blâme les médias qui font de la politique que quand ils la font à droite. C'est ça qui est fou dans ce pays. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, vous avez le droit de faire de la politique pour autant que vous soyez de gauche. Vous avez le droit de faire du christianisme pour autant que vous soyez du chrétien de gauche. C'est tout. C'est comme ça, en fait. Mais pas trop. Parce qu'après, quand vous êtes trop à gauche et que vous commencez à dire qu'Israël bombarde un petit peu abusivement, là, on vous dit non, mais attention, là, effectivement, vous faites du révisionnisme, là, vous êtes devenu un terroriste, voilà. Donc, il faut être à gauche, mais pas trop. À droite, mais pas trop. En gros, la seule ligne qui compte dans ce pays, c'est la ligne de l'immobilisme. Maître Divisio, hier, il a parlé de Vincent Bolloré, mon ami, mais il va dans le groupe M6. Il ne reste pas dans le groupe Canal. Vous estimez que Vincent Bolloré l'a lâché? Vous savez, quelle est la différence entre Cyril Hanouna et moi? C'est que Cyril Hanouna, sa fortune est estimée à 200 millions. Moi, ma fortune, je crois que c'est la moitié de mon chiffre d'affaires. Bon, j'exagère, le tiers de mon chiffre d'affaires annuel, ou le cinquième de mon chiffre d'affaires du cabinet annuel. Donc, je vais vous dire, on n'habite pas dans la même sphère. Tout ça, c'est... Ils ont des problèmes de riches, les gars, quoi.
si vous voulez, je m'excuse, mais c'est des problèmes de riches, tout ça. J'y suis absolument pas sensible à ces questions. Ils font exactement ce qu'ils veulent et je m'en fous. C'est-à-dire que Bolloré qui lâche Hanouna, Hanouna qui lâche Bolloré, j'ai envie de dire, qui jouent à la bataille ensemble, qui jouent au poker ensemble s'ils en ont envie, mais tout ça, c'est des problèmes de riches. Et si vous me posez la question de savoir est-ce que je regrette ce départ, oui. Si vous me posez la question de savoir est-ce que je regrette que celui qui est mon ami aille faire du divertissement, c'est toujours oui. Est-ce que si vous me posez la question de savoir est-ce que je regrette qu'il n'utilise pas les 2 millions de téléspectateurs qu'il a et la fortune qu'il a pour venir tout défoncer, la réponse est toujours oui, mais je ne suis pas si là. Tout défoncer comment ? Je veux dire notamment, moi j'aurais trouvé que ça avait de la gueule, ça aurait eu de la gueule de créer son propre média comme il l'a dit, d'aller sur YouTube, de lever des fonds, de faire un vrai truc qui soit un truc anti-système, en disant vous avez voulu finalement me faire taire, je parlerai 2 fois plus. Vous avez voulu faire taire la parole publique et la parole au sens de la vision de société, vision sociétale que j'ai, eh bien je parlerai 2 fois plus fort. Et sur des médias alternatifs dont je prendrais peu ou prou le contrôle, ne voulant pas mettre Bolloré dans l'embarras le cas échéant. Moi j'aurais trouvé que ça a eu de la gueule, mais je suis pas sûr là. Que vont devenir les chroniqueurs ? Parce que TPMP demeure la marque. Je crois bien, oui, mais à mon avis... Parce qu'il n'a cessé de dire on va continuer à faire des choses ensemble, etc. Bon, c'est tout ce que c'est pas vrai. Enfin, je veux dire, ne serait-ce que par un principe de réalisme, c'est ce qu'il souhaite. Et d'ailleurs, il l'a plutôt dit comme ça. Au demeurant, il a dit je souhaite que nous continuions. On va faire ce qu'on peut pour continuer, mais tout ne dépend pas de lui non plus. Je veux dire, c'est-à-dire que je rappelle quand même que le président de la République de ce pays, c'est quand même pas Cyril Hanouna. Et que lui, il est quand même limité par ce que vont lui proposer les patrons de chaîne. Est-ce que le format de l'émission sera le même ? J'en sais rien. Moi, j'en parlais avec Gilles Verdez hier soir, qui ne sait pas du tout ce qui va se passer dans les prochains mois. Il y a des chroniqueurs qui vous ont dit des choses un petit peu intéressantes en coulisses en disant « Ah, voilà ce qu'il faudrait qu'il fasse » ou « Voilà ce qu'il va faire », etc. Si j'étais méchant, mais je ne le suis pas, je vous dirais que chroniqueur et choses intéressantes, ça ne va pas ensemble. Mais comme je ne suis pas méchant, je ne vais pas le dire. Quand même, ils ont tous une idée sur la question. Oui. Je crois que qu'ils sont tous très inquiets, surtout, parce que finalement, soyons honnêtes, hein, la plupart de ces gens sans l'émission, voilà quoi. Ils lui doivent tout ? Ils lui doivent beaucoup, en tout cas. Pas tous, hein. Il y a quand même des équilibres. Non, mais évidemment. Benjamin Castaldi, Isabelle Morini-Bosque, Benjamin Castaldi, ils ont des carrières déjà. Oui, enfin, si vous regardez, Benjamin Castaldi... Nabila aussi. Vous en parlez, vous avez quand même beaucoup... Enfin, il a du mal à émerger aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il est où, Benjamin Castaldi ? C'est un peu le problème de cette émission, c'est que moi, je m'inquiète beaucoup, surtout, on parle des chroniqueurs, mais je m'inquiète beaucoup pour les techniciens qui savent qu'en fait, il y a de grandes chances qu'ils ne retrouvent rien derrière. Parce que d'abord, le monde de la télé n'est pas si grand, finalement. Et au demeurant, lorsque vous venez de chez TPMP ou de chez H2O ou de chez C8, c'est compliqué. Mais c'est déplorable. Ça montre quand même une faille béante dans notre système social, système politique, au sens où vous voulez. Mais c'est un énorme problème, oui. Il y a une question qui se pose, Maître Divisio, c'est que la foi chrétienne, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, jamais je n'accepterai de faire des concessions sur des fondamentaux. Bon. C'est quand même une drôle de concession aussi d'aller dans une émission dont on peut dire que l'animateur, et je le dis avec des guillemets, mais des guillemets qui ne sont pas des guillemets péjoratifs, dont l'animateur est un super bouffon dans le sens strict du terme, c'est-à-dire le bouffon du roi, c'est-à-dire qui est aussi une soupape dans un régime qui peut être cadenassé et qui a une fonction sociale. Bon, mais c'est quand même un choix d'aller dans ce genre d'émission où vous dites, ou quand vous regardez, honnêtement, vous avez beaucoup de provocations. Je ne vais pas faire la liste de tout. Voilà, vous la connaissez, hein, le chapelet de l'Arcom, on le connaît. Mais c'est quand même un choix de se dire, je vais dans une émission assez vulgaire, et le assez est un euphémisme volontaire, qui fait de la provoque, qui peut détruire les réputations comme elle peut les bâtir. Voilà, c'est quand même un choix. Quel est le sens de la présence, de votre présence dans ce type de talk show ? Est-ce que c'est pas ça la liberté ? C'est pas ça la liberté. Moi, je suis quelqu'un de complètement libre. Moi, vous savez, j'ai jamais refusé une interview. Par exemple, je suis passé du Média TV. C'est pas pareil, hein, c'est pas pareil. C'est la même chose. Je suis passé du Média TV, média d'extrême gauche. Alors, eux aussi se défendent d'être extrême gauche. C'est marrant d'ailleurs. Tout le monde se défend d'être d'extrême. À Thierry Hanouna, média d'extrême droite, qualifié de tel. S'agissant effectivement de la question de bouffon du roi, pourquoi le chrétien ne pourrait pas y aller ? Question intéressante.
pourquoi il ne pourrait pas y aller. Vous posez la question de savoir pourquoi vous y êtes allé. Ma réponse, elle est simple. J'y suis allé parce que, au fond, pour faire entendre quelque chose, je suis allé là où il y a le public. Je ne suis pas allé me compromettre. Je suis allé, au contraire, droit dans mes bottes, dire ce que j'avais à dire et voir ce que j'avais à voir. Et faire voir, si je puis dire, ce qu'il y avait à faire voir. Et finalement, je me suis trompé sur rien pour l'instant. C'est-à-dire que tout ce que j'avais annoncé en plateau est arrivé. Est-ce que c'est de ma faute ? Par exemple ? Quand j'avais dit que nous allions basculer, qu'un gouvernement qui vous empruntait une liberté oubliait toujours de vous la rendre, j'avais raison. Lorsque j'avais dit que nous allions basculer dans une société de passe, j'avais raison. Lorsque j'avais dit que finalement, la crise du Covid laisserait des traces en termes de liberté publique, c'est lui qui vient d'en faire les frais. Donc, parce qu'il faut quand même ouvrir une courte parenthèse et je la referme. Tout le monde vous parle des sanctions, parler des chapelets de sanctions, par exemple. Vous avez raison. En même temps, quand vous regardez la totalité des programmes, sur la durée de vie de la chaîne, donc la durée de vie de l'émission, je veux dire même pas de la chaîne, mais de l'émission, ça représente 0,001 ou 2, je ne sais plus, de la totalité du temps, la concentration, je veux dire, de problèmes, c'est 0,001% ou 2% du temps total d'antenne. Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Quand on veut fermer une chaîne, on nous dit d'abord qu'on ne la ferme pas. Ça, c'est le premier point. Ça, c'est le narratif du moment. On vous dit on ne la ferme pas. J'adore ce narratif qui consiste effectivement à nier le réel pour l'enrober sur des considérations juridiques. On ne ferme pas. Techniquement, c'est vrai. En pratique, si vous ne diffusez plus sur la TNT, voilà. D'autre part, le fait est que, s'agissant effectivement des amendes, je croyais qu'on était dans un système où vous aviez récidiviste, multirécidiviste, multi-multirécidiviste. C'est assez curieux de constater que les gens qui violent nos filles, nos enfants, sont mieux traités finalement à la fin de la fin qu'une chaîne qui a 0,001% de débordement. Donc ma question c'est, je la repose, s'agissant du chrétien, pourquoi j'y serais pas allé ? Parce qu'il est provocateur, mais le chrétien est provocateur. Ça s'appelle le baroque, l'irrégulier, l'inattendu. Moi, je suis pleinement à ma place. J'ai presque envie de dire, s'il y a bien une émission dans laquelle je suis à ma place et que je vais regretter, c'est celle-là. Cette émission fait de... C'est un combat, en fait. C'est une espèce de... Vous savez, j'y restais 20 minutes, en gros. Mon temps de parole, c'est 20 minutes. Mon temps de présence. Mon temps de parole, il était beaucoup plus réduit. Mais 20 minutes. Vous sortez de là, vous êtes lessivé. Hein. Vous sortez de là, vous allez dormir, quoi. Vous ne pouvez plus rien faire après. Hein. Parce que ça prend toute votre énergie. Mais c'est fascinant comme expérience. C'est une expérience que moi, c'est la meilleure expérience de ma vie, pour le coup, en termes oratoires, en termes de débat. C'est le meilleur. C'est mieux qu'un prétoire. Ah, largement. Largement. Parce qu'il y a une confrontation. C'est une agora, en fait. Vous êtes dans le réel, là, dans quelque chose. Personne ne comprend parce que personne n'y est sur le plateau. Moi, j'y étais, pour le coup. Toujours en direct. Toujours en direct. Donc, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Et plusieurs fois, c'est ce qui se passe. Hein. Comme tout le monde est en train de scruter tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, forcément, vous avez ensuite des ennuis. C'est comme ça. Mais en même temps, pourquoi le chrétien ne pourrait pas y aller ? Qu'est-ce qui empêcherait le chrétien d'y aller ? Y aurait-il une sentence morale qui empêcherait le chrétien d'aller où il veut ? Ce qui importe, c'est pas l'endroit où il va, c'est ce qu'il va dire. Sinon, on va dire la même chose. Rappelez-vous qu'on a dit la même chose, effectivement, de la Belle Oiseau qui va, missionnaire de la miséricorde, qui va dans les bars pour les prostituées ou que sais-je, qui va dans les quartiers chauds. On a dit la même chose de Guy Gilbert. À chaque fois que quelqu'un dans l'église sort de l'église, précisément, et sort des quartiers bourgeois, on lui dit que c'est pas sa place. Mais le chrétien, il est là où il y a le monde, il y a le peuple de Dieu. Il y a pas de... Tu vois, moi, je crois que c'est du snobisme, tout ça, au bout d'un moment. Le chrétien, il est là où sont les hommes. À quoi mesurez-vous que vous avez été entendu ? Vous savez, je ne sais pas si j'étais entendu, mais vous connaissez la formule de Bernadette Soubirous. Hein. Moi, je ne suis pas là pour être cru. Hein. Et Bernadette Soubirous, quand la Vierge Marie lui est apparue, elle lui dit « Tu iras voir le curé de Lourdes pour dire que l'Immaculée Conception t'est apparue. » Elle y va, le curé lui répond « Tu ne me feras pas croire. L'Immaculée Conception t'est apparue. » Et elle lui a répondu « Je ne suis pas chargé de vous le faire croire, je suis chargé de vous le dire. » Moi, c'est pareil. Ma mission, c'est pas d'avoir été entendu. J'en sais rien si j'étais entendu. Manifestement, si on m'a rappelé aussi régulièrement, c'est que je peux laisser m'en présumer que j'ai été entendu. L'indice, c'est que Cyril disait que avant on lui disait quand est-ce que ce soir tu reviens, et que maintenant on lui disait, en 2021, on lui disait est-ce que Divisio est là ce soir. Ce qui fait dire que j'étais entendu, c'est aussi que les gens dans la rue
m'interpellent et me disent « je vous ai écouté ». Et du coup, ça m'a permis de réfléchir, parce que le grand mot pendant le Covid, moi, quand j'y étais, j'ai répété à souhait et à contre-souhait de dire « surtout, ne me croyez jamais ». Il y a un jour, Cyril Hanouna me dit en plein direct « mais moi, je vous crois ». Et je lui ai répondu « mais malheureux, surtout pas. Ne me croyez pas. Allez faire vos propres recherches, vérifiez. Je vous donne les sources de tout ce que je dis. Allez vérifier. Arrêtez de croire les gens. Croyez en Dieu si vous voulez. Mais arrêtez de croire. Ne croyez pas dans la parole de l'homme. C'est pas comme ça qu'il faut faire les choses. Il faut effectivement demander des preuves. Quand je vous dis que le confinement n'inverse pas la courbe de mortalité, eh bien, si vous ne me croyez pas, allez voir les sources et discutons-en, débattons-en. Mais moi, c'était un truc assez fascinant. Qu'est-ce que les gens ont vu pendant ce Covid? C'est que moi, j'arrivais régulièrement avec des sources en disant, c'est pas mon avis qui compte. Moi, je vois les études que j'ai, elles vous disent que me dites-vous en face? Et en face, on me disait, mais moi, je pense que... Non, ça marche pas, ça. Moi, je vous donne des éléments objectifs et vous me répondez par « je pense que ». Et voilà pourquoi est-ce que systématiquement, au fond, les gens à la fin me disaient « je suis quand même allé voir ». Moi, j'avais cette habitude, avant d'entrer en plateau, 2 fois sur 3, d'envoyer mes sources aux chroniqueurs. Donc voici sur quoi on va débattre. À tous les chroniqueurs qui étaient invités. Absolument. Ne croyez pas que c'est mon avis. Libre à vous de le faire passer ensuite au contradicteur que j'aurai. Et je me souviens de quelques-uns, médecins de plateau, à qui on a proposé mes sources avant l'émission et qui ont refusé de les lire. Pourquoi? Mais parce qu'ils avaient leur certitude. Et après, c'est moi qu'on a traité de complotiste. Après, c'est moi que la presse bien pensante, vous savez, celle bien pensante, hein, pas celle de C8, mais l'autre. Pas celle qui... Non, parce que C8 fait de la politique, l'autre, elle n'en fait pas. Donc, celle qui fait du journalisme. Elle vous dit, mais Divisio et ses certitudes, mais ils se foutent de ma gueule? Mais ils se foutent de ma gueule ou quoi? Je veux dire, moi, j'ai jamais prétendu que mes sources étaient vraies. J'ai dit que c'était mes sources. Que moi, j'avais 2 médecins qui bossaient à temps plein pour nous au cabinet et qu'ils sortaient chaque jour des sources pour aller en plateau. Et donc, je les partageais. Si personne ne les lit, qu'est-ce que j'y peux? Et c'est toujours au drame. C'est que moi, dans cette émission, j'ai toujours porté une voix qui n'était pas la mienne. Vous savez, on ne s'annonce pas soi-même. Ça, c'est la première chose. Moi, je n'étais pas là pour annoncer, pour m'annoncer. J'étais là pour, en tant que prophète, incontestablement, hein, et nul n'est prophète en son pays. C'est intéressant d'ailleurs. J'ouvre une parenthèse et je la ferme, bien ce que vous venez de dire. Pourquoi en ces émissions en tant que chrétien? Je vous rappelle que les premiers qui m'ont rejeté, c'est l'Église. Hein. Soyons bien clairs. Hein. Que comme d'habitude, quand effectivement il faut rejeter quelqu'un, quelque chose à dire, c'est l'Église qui le fait. Quand il faut rejeter l'indicien, l'Église sait le faire. Donc les premiers qui m'ont rejeté, c'est l'Église. Et où est-ce qu'on a trouvé refuge? Auprès de cette émission qui ressemble un peu au cave de Saint-Germain-des-Prés, à l'époque où se cultivait la liberté là-bas. Maître Divisio, est-ce qu'il y a des moments où vous avez transpiré en vous disant zut, je suis piégé là, je n'ai pas la bonne réplique? Jamais. Jamais. Donc toujours béton sur les sources? Jamais. Je n'ai jamais... C'est vraiment ce que cette émission m'a apporté. Et j'ai découvert ça en moi, pour le coup, c'est avoir un sens de la répartie. J'ai vraiment découvert ça. Je l'ignorais. Et je l'ai vraiment découvert. C'est pour ça que j'ai adoré, comme dirait Cyril, j'ai kiffé cette émission, quelle expression horrible, mais j'ai vraiment énormément aimé cette émission pour ça. Il y a bien un chroniqueur que vous redoutiez plus que d'autres, non? Aucun. Mais même pas des chroniqueurs, même des invités. Parce que bon, tout le monde est un peu condescendant, dit mais les chroniqueurs n'ont pas le niveau, ce qui n'est pas vrai. Je veux dire, mais en face, effectivement, il y avait des médecins, il y avait des personnalités politiques, j'avais des gens quand même d'une certaine stature. Et jamais. En fait, à chaque fois que je suis entré en plateau, je savais que je sortirais de là avec un chaos. Un chaos qui vous est favorable? Oui. Je savais que je sortirais de là en mettant quelqu'un en pièces. D'ailleurs, à la fin, vous rigolez, mais à la fin, il y a eu un problème. C'est que plus personne ne voulait venir en débat face à moi. Et ça, Cyril vous l'a dit? Ah ouais. Aucun homme politique ne voulait plus venir en débat face à moi. Et la preuve quand même que cette émission était quelque chose d'assez extraordinaire. Gabriel Attal avait quand même demandé à Cyril Hanouna, lorsqu'il était porte-parole du gouvernement, de ne plus m'inviter. Cyril l'avait révélé en émission. Il lui avait demandé de ne plus m'inviter. C'est pas rien quand même. Ça, c'est de la censure. Bah, si ça, c'est pas de la censure, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous dites à Louis Boyard? Finis tes études. C'est-à-dire arrête de parler à la télé? Finis tes études. Parce que député, c'est pas un métier. Finis tes études, mon garçon. À côté de ça, c'est une vocation jeune, Finis tes études qui a du charisme. Finis tes études quand même, parce que le populisme et le clientélisme, ça marche, mais plus de très longtemps. Qu'il arrive, c'est trop tard pour lui. Il arrive en fin de course.
Mais après, voilà, il a la légitimité qu'il tire aux ses électeurs. C'est pas à moi de débattre de sa légitimité. Je m'en fous, en fait, de Louis Boyard. Mais sans TPMP, il n'aurait pas eu cette notoriété. Ah, bah oui, mais c'est tout le problème. Donc il lui doit tout. Ah, mais oui. Et c'est pour ça qu'effectivement, Cyril s'est énervé dans cette fameuse soirée où, à raison, ça, c'est quand même un trait de société assez intéressant. On est quand même des chochottes. Hein. C'est quand même une société de chochottes, quoi. Oui, c'est vrai, Cyril s'en est pris un député de la République. Oh, mon garçon, c'est Louis Boyard, quoi. La chèvre pourrait être députée aussi. Dans le contexte contemporain, une chèvre peut être députée. Donc c'est bon. C'est-à-dire que c'est assez fascinant, ce pays, dans lequel on a le droit d'insulter le président de la République en permanence, on fait que ça, tout le temps, tout le temps. Droite, gauche, tout le monde passe son temps à taper sur le président de la République. Mais partons, je suis député de la République. Une blague. Boyard, c'est... Si vous voulez, Boyard n'est pas un député de la République. Il l'est bien sûr. Mais Boyard, c'est d'abord le bon copain, c'est le mec qui est là, c'est le mec qui, effectivement... Forcément que Cyril n'a pas compris. Après, il a réagi avec excès, mais vous savez comment ça s'appelle, ça? Ça s'appelle hacker une émission. C'est une stratégie, hein. Il y a des mecs comme ça qui arrivent et qui hackent une émission. C'est-à-dire qu'ils sont invités pour un truc et ils vont se débrouiller pour pirater l'émission, pour passer à travers, effectivement, les voies réservées et ils vont réussir à tourner l'émission à leur compte. Y arriver. Mais quoi, ça veut dire que dans l'émission, il pollue l'émission, en fait, il la détourne à son profit. Oui, c'était le but. Il savait très bien. Non, il était venu pour parler de Bolloré. C'est tout, c'était pas le sujet. Mais il était venu pour en parler. Mais oui, maintenant, est-ce que Cyril a eu tort de réagir comme ça? La réponse est oui, bien sûr. Parce que là, il lui a donné une tribune. Alors que le mépris, finalement, est parfois la meilleure réponse. Il aurait dû avoir cette réponse. Maître Division, on parlait tout à l'heure donc les cathos, etc. Pourquoi prendrait-il la parole sur une telle agora dans une arène avec des gladiateurs, etc. qui s'étripent? Il y a une culture de la retenue dans un certain milieu. Vous voyez, vous dites peut-être que c'est du snobisme, mais la retenue, c'est difficile quand même d'aller au contact. Est-ce qu'on ne va pas assez au contact? Attendez. Vous trouvez que dans l'Église catholique, il y a une culture de la retenue? Allez demander aux prêtres comment ils sont traités par leurs évêques. Allez demander aux vicaires comment ils sont traités par leurs curés. Allez demander aux fidèles qu'on fait pleurer dans les sacristies. Parce que culture de la retenue, il n'y a aucune culture de la retenue. Mais alors, ils devraient cartonner sur les plateaux télé dans ce cas. Non, mais parce qu'en fait, ils devraient y aller. Ils ont peur. Et d'ailleurs, vous ne pouvez pas être dans la retenue et avoir peur. Non, mais attendez. Non. C'est pas comme ça que ça marche. Ils ont peur d'affronter le monde. L'Église a peur d'affronter le monde parce qu'elle ne sait pas quoi lui dire. Cette retenue, c'est de la peur. Par contre, effectivement, quand il y a l'entre-soi, là, il n'y a plus de retenue. On se lâche. Si vous voulez les anecdotes de prêtres qui maltraitent les fidèles, je peux vous en donner. Si vous avez 3 heures, je peux vous les donner. Hein. D'évêques qui maltraitent leurs prêtres et qui, tôt ou tard, vont se prendre un harcèlement moral dans la gueule, je peux vous en donner 25. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment, la culture de la retenue de l'Église, elle est surtout une peur d'affronter le monde, une peur de parler au monde. Et d'ailleurs, vous n'avez qu'à noter, je le redis, tous ceux qui parlent au monde, finalement, de manière claire et sans ambiguïté, se font tôt ou tard cartonner. C'est comme ça. Parce que vous n'avez pas ce que vous appelez la retenue, ça s'appelle de la bourgeoisie. Vous avez une église bourgeoise. C'est tout. Une église, c'est toute l'église du pape François qui finalement a qui avait compris ça, cette intuition, de se dire, mais à un moment donné, il faut... vous savez, l'anecdote, quand pape François est arrivé à Rome, il a fait le tour des dicastères et compagnie, des bureaux, en demandant aux prêtres, alors vous, ça fait combien de temps que vous n'avez pas vu un fidèle? Et certains avaient fait toute leur carrière à Rome, dans des bureaux. Ils ont tous envoyé qui en Afrique, qui en Argentine, voilà. Et parce qu'à un moment donné, l'Église n'aime rien de moins que le monde. Mais comment aller dans les médias alors? Tout le monde n'est pas avocat, tout le monde n'est pas formé à la parole. On a l'impression qu'aujourd'hui, avec l'image qui est très prédominante, la parole qui est absolument nécessaire, peut-être parce que les gens lisent moins, lisent plus, etc., il faut quand même être armé pour ça, maître. Mais peut-être que c'est pas la vocation de tout le monde d'y aller non plus. J'en sais rien, en fait. Moi, j'ai pas d'avis sur la question. Moi, j'y suis bien. Mais c'est une religion de la parole. D'abord, c'est pas une religion. C'est une culture de la parole. Mais moi qui croyais que l'Église catholique avait une culture de la prédication, j'ai dû me tromper. Mais c'est un fait, elle n'annonce plus rien. L'Église catholique n'annonce plus rien. Excusez-moi, c'est quoi les émissions de l'Église catholique? Et c'est pas une critique, hein, mais regardez KTO, c'est une très bonne chaîne, hein, c'est très bien. Il n'y a vraiment aucune critique de ma part parce que, pour le coup, je trouve qu'ils ont des émissions qui sont certaines moins bien que d'autres, mais l'un dans l'autre, elle existe, la chaîne. C'est important. Mais on voit bien qu'il y a quand même une petite culture de l'entre-soi. C'est des catholiques qui parlent aux catholiques. Et attention, c'est pas si facile que ça. Et pour le coup, KTO le fait pas trop mal. Mais il n'y a pas de volonté dans la ligne éditoriale de KTO de parler au monde.
Est-ce que c'est pas le monde qui ne veut pas des catholiques et qui les reflue comme ça dans une case? La preuve que non. Je suis la preuve vivante que non. Mais Moi, vous êtes venu par le Covid. Si vous voulez, mais j'ai jamais caché ma foi. Moi, dans les manifs, je repense à ça, dans les manifs, effectivement, de Florian Philippot, j'ai jamais caché ce que j'étais. J'ai jamais fait mystère de ce que j'étais. Ça habite ce que je suis. Je suis chrétien, je suis tout entier imprégné de cet amour du Christ qui me dépasse. C'est comme ça. Et donc, mais ce que ça veut dire aussi, c'est que les catholiques, les chrétiens ont peut-être inventé un espace médiatique qui leur est propre. Peut-être qu'il faut reprendre les codes du monde. Il y a des questions que les gens se posent. Faut-il transformer les églises en mosquées? Je repense à ça. C'est une vraie question. Elle mérite un vrai débat, un débat animé. Il faut affronter. Il faut l'affronter. Il faut que les catholiques osent et qu'ils arrêtent de se cacher derrière leur col romain à un moment donné. Il faut faire attention à ce que l'ecclésialité, c'est Lumen Gentium, c'est le Concile Vatican II. C'est faire attention à ce que on aille parler la langue des hommes, au fond. C'est pour ça que je me méfie toujours un peu, j'ouvre une parenthèse et je la referme, qui n'a absolument qu'une critique de ma part, du latin. Je m'interroge toujours sur le latin. J'ai une question que je n'ai pas réglée encore. Non, les messes en latin, l'expression en latin, quelle est cette volonté absolument de célébrer dans une langue qu'on ne parle plus? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Dieu s'adresse à l'homme dans sa langue et Dieu n'a pas peur de la langue de l'homme. Il se fait chair. Donc moi, si vous voulez, mon leitmotiv, mon mot d'ordre, et c'est pour ça que j'ai aimé TPMP. Je crois que vous imaginez pas à quel point j'ai aimé cette émission. Vous parlez tout à l'heure de la drogue. C'est même pas tellement ça. Il y a côté lumière, bon, si vous voulez, un peu, peut-être, forcément. Mais c'est parce que, en fait, là, il y avait quelque chose de l'ordre du symbole du monde, quoi. Il y avait de l'affrontement, il y avait du combat, il fallait imposer ses idées, on n'avait pas le droit à l'erreur, on a un temps limité, on n'était pas dans un salon, on n'était pas en train de, avec une tasse de thé à la main et un cigare, en train de refaire le monde. On le faisait brutalement, on le faisait trivialement, on le faisait avec les contradictions, avec les clashs, avec l'humour, avec la pollution, parce que c'est un fait. Je crois vraiment que quand vous êtes capable de faire passer une idée dans TPMP, vous pouvez la faire passer n'importe où dans le monde. Quel est le moment qui vous a plus marqué? Marqué dans quel sens? Marqué au sens où vous dites soit j'ai raté un truc, mais apparemment vous avez fait un succès total à chacune de vos prestations. Ah non, c'est pas ce que je dis. Si, vous me dites vous êtes ressorti plus fort, le chaos, et les gens ne voulaient plus être en face de vous. Ça, c'est vrai. Mais attention. Non. Non. Il y a deux réalités. Il y a, est-ce que j'en ai dit autant que j'aurais aimé en dire? Non. Est-ce que j'ai savouré le plaisir d'avoir des abrutis en face complètement KO? Oui. La différence, elle est là. Voilà. Je regrette parfois de peut-être... Certaines fois, je ne les ai pas mis KO et j'ai gagné au point et ça m'a un peu dérangé. J'aurais préféré qu'il soit KO directement. Mais KO et Kato, ça ne rime pas. Oh, je crois que si. Le Kato est celui qui met KO le mal. Donc en face, vous aviez des gens, vous les aviez identifiés, hostiles, il faut les mettre à terre. Oui. Pour ce qu'ils représentent. Je les ai représentés, par exemple. Ils représentent le mensonge. Mais tous, au parti des Martin Blachier, tous ces médecins de plateau là, qui étaient venus servir une soupe absolument immonde et dégueulasse, mais que tout le monde effectivement appréciait parce que c'était des influenceurs. Ils mentaient. Quand effectivement, je me souviens de cette scène absolument incroyable, de je ne sais plus comment elle s'appelle, qui a été ministre de l'Éducation, j'ai pas retenu son nom quand elle a été députée, je vais pas le retenir quand elle a été ministre parce qu'elle n'a pas été assez longtemps. Je lui dis, mais enfin, elle me dit, oui, alors, faut mettre des masques à l'extérieur. Et moi, j'arrive, excusez-moi, madame, est-ce que vous pourriez me donner 2 études qui montrent que les masques à l'extérieur sont efficaces? Non, mais on n'est pas au tribunal. Non, madame, j'ai pas compris, vous n'avez pas compris. Là. Dans 2 millions de téléspectateurs, vous dites que les masques à l'extérieur protègent. Alors, si vous le dites, c'est pas parce que vous l'avez inventé. C'est parce qu'à un moment donné, vous l'avez lu, quelqu'un vous l'a dit, qui, sur quelle source? C'est quand même important de savoir. On est dans un débat. Et là, non, mais maître, il n'y a pas de maître. Et ma stratégie a été simple. C'est que tant qu'elle ne répondait pas à la question, je continuais de la poser. Je martelais. Poum, poum, poum. Mais est-ce que c'est pas ça? Est-ce que Dieu n'agit pas dans nos vies comme ça? Est-ce que c'est pas celui qui se tient à la porte et qui frappe jusqu'à ce que vous ouvriez? Là, c'est pareil. La vérité, elle est toujours celle qui frappe à la porte. La vérité, elle est toujours celle qui se répète inlassablement sous forme de questions. Dis-moi quelle est ta source. Dis-moi pourquoi tu le dis. Quelle est ta source? Pourquoi dis-tu ça? Pourquoi dis-tu ça? Oui, mais non, c'est pas la réponse. Pourquoi dis-tu ça? Et à chaque fois, en me disant, mais laissez-la parler. Mais elle n'a rien à dire. Pas laisser parler. Je la laisserai parler quand elle aura répondu à ma question. Je veux bien ouvrir un débat, mais pas je pense. Oui, mais non, mais alors je vous dis à l'intérieur, ça marche les masques. Pourquoi vous me parlez à l'intérieur? Je parle à l'extérieur, moi.
Répondez à ma question. De la même façon, un jour, avec Jimmy Mohamed, ça restera anthologique. Avec Jimmy Mohamed, il arrive et il me défend le confinement. Boum, le confinement, un peu de confinement, ça marche. Je dis, on se confine comment, un peu la fenêtre ouverte? Non, mais c'est quoi ces réponses, quoi? Le confinement, un peu, ça marche. Mais alors, si vous l'en trouverez, c'est un peu moins confiné que si vous l'ouvrez en grand? Et si je mets la tête dehors? Je dis, bon, ok, vous me parlez du confinement. Ok. Alors, est-ce que vous connaissez le rapport qui a été publié le 25 avril dernier par la Direction générale de la santé sur la santé mentale des jeunes? Et voici que celui-ci dit, mais je vois pas le rapport. Non, mais si vous commenciez par répondre à ma question, vous pourrez aider, parce que si vous le savez, il faut qu'on en parle, et vous allez m'expliquer pourquoi il n'y a pas de rapport, et si vous le savez pas, vous pouvez pas me dire qu'il n'y a pas de rapport. Et là, sauf que il connaissait pas le rapport, et il s'est retrouvé face à ces contradictions, parce que ce fameux rapport mettait en évidence que pendant le confinement, la santé mentale des jeunes s'est aggravée de façon considérable et vertigineuse. Et donc je lui dis, vous prenez le confinement en tant que médecin. Ma première question, c'est sur quelle source? Tandis que moi, je vous apporte des éléments pour établir que celui-ci a perturbé et gravement la santé mentale des jeunes. Que dites-vous? Rien. Rien. Donc chaos debout. Chaos debout. Et ça a tout le temps été comme ça. Et ce que TPMP a montré, et c'est pour ça que ça a fait l'objet... Soyons pas dupes, hein. La raison pour laquelle TPMP a fermé, que machin les amendes, on s'en fout des amendes. Je veux dire, c'est aussi en raison du Covid. Parce que sur cette chaîne, et c'est pas anodin si Gabriel Attal avait demandé à Cyril de ne plus m'inviter. Parce que incontestablement, j'ai tenu la place. J'ai pas été le seul. Philippot l'a fait, même Palomba à d'autres égards, d'autres encore l'ont fait. Mais moi, avec Florian Philippot, pour le coup, on était quand même les deux premiers à l'avoir fait. Et moi, de façon très régulière, de façon quotidienne. Bien. Et moi, j'avais cette particularité de réussir à connaître les codes de l'émission. Je savais exactement ce que je faisais. C'est quoi les codes? Les codes, c'est du clash. Les codes, c'est de la provoque. Les codes, c'est de la télé, en fait. C'est du show. C'est bien la preuve que vous pouvez effectivement faire passer des choses sérieuses sans néanmoins vous prendre au sérieux. Qu'on n'est pas obligé de disserter avec des mots compliqués que personne ne comprend de la réalité du monde. Mais maître, est-ce que cette ambiguïté entre le sérieux et le non-sérieux, est-ce que c'est pas non plus une forme de mensonge? Puisque c'est du théâtre. Vous dites, attendez, je dis quelque chose en fait d'hyper sérieux, sur le Covid en particulier, mais en fait, il ne faut pas me prendre au sérieux. C'est pas ce que j'ai dit. Ah si, c'est ce que vous me dites là. Ah mais pas du tout. Vous me dites c'est du talk, voilà, c'est le code de l'émission. Mais absolument. Donc en fait, je n'assume pas ma parole. Le rapport à la parole, est-ce qu'il n'est pas perverti, maître? Pas du tout. Je vous ai dit qu'on peut faire des choses sérieuses sans se prendre au sérieux. C'est la même chose. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours appuyé mes propos sérieusement, sans néanmoins me prendre au sérieux. C'est pas la même chose. Que où est-ce qu'il est écrit que vous ne puissiez pas faire passer des idées extrêmement sérieuses de façon légère? Pourquoi? Qui en décide? Faut-il absolument être empreint de gravité et de solennité tout le temps, avec des mots d'une complexité telle que ça nous fait plaisir à entendre à notre oreille bien cultivée, mais que ça ne parle plus aux gens? Parce que soyons d'accord, TPMP, c'était un mépris de classe. TPMP, c'est un mépris de classe. C'est-à-dire que ceux qui aujourd'hui détestent TPMP, c'est juste dans le cadre d'un mépris de classe. Que, au fond, ce qu'on m'a reproché et ce qu'on a reproché à cette émission, c'est de s'adresser aux gens dans leur langue. Dans leur langue. Mais t'es vulgaire. Mais les gens parlent comme ça. Le président de la République veut effectivement traiter les vaccinés, il a envie d'emmerder les vaccinés. On voit bien que la vulgarité, Castaner, quand on disait que le président rencontre des gens qui ne sont rien dans les gares, qu'est-ce qu'il avait dit, Castaner, à l'époque, porte-parole du gouvernement? Le président parle comme les Français. Donc il y a quand même une ambiguïté. Vous parlez d'ambiguïté. Elle est là, l'ambiguïté. Elle est sur le fait que d'un côté, on a un président de la République et une classe haut de gamme, là, high level, qui vient parler comme les Français, paraît-il. Lorsqu'elle utilise leur langue, c'est pour les insulter. Mais quand eux disent merde quand ça va pas, tout à coup, finalement, ils seraient vulgaires. Il y a quand même une réalité tangible là-dedans. C'est qu'à un moment donné, quand vous souffrez et quand ça va pas, vous faites pas de théologie, vous faites pas de philosophie pour dire que ça va pas. Vous dites aïe, vous dites fais chier, vous dites merde. Et là, tout à coup, vous avez les bien-pensants qui viennent vous voir, qui disent « Mais non, vous pouvez pas dire ça. Mais qui es-tu pour dire que j'ai pas le droit de dire ça? Qui es-tu, diable? Surtout moi, d'ailleurs. Moi, je veux dire, si vous voulez qu'on parle de Victor Hugo et de Beaumarchais, on peut en parler pendant 1 heure. La culture, je l'ai. Il n'y a aucun problème. Mais au nom de quoi est-ce que j'irais finalement l'imposer avec ces codes qui font plaisir juste à entendre aux gens? Il y a 2 choses, vous savez. Soit on parle pour ses pairs, soit on parle pour le public. Moi, j'ai toujours parlé
au public. Et c'est bien ce qu'on m'a reproché. C'est bien ce que mon ordre m'a reproché. Finalement, mon ordre professionnel lui-même m'a reproché d'avoir parlé au public. Vous entachez l'image de la profession. Voilà que parler aux gens, c'est entacher l'image de la profession. Et c'est un fait. Allez chez le médecin. Combien comprennent ce que vous dit le médecin? Mais s'adaptera-t-il à votre langage? Bah non, il ne faut pas. Il faut qu'il montre que c'est lui le sachant. Moi, j'ai jamais montré que j'étais un sachant. J'ai pas besoin de le montrer. Les gens le savent. Maître Divisio, Cyril Hanouna a parlé de chasse à l'homme. Oui. Est-ce que, en fait, il n'est pas une victime collatérale d'une intention qui était un petit peu différente, qui était celle de viser CNews et pas C8? Et finalement, C8 était plus facile à atteindre que CNews. Clairement. Et c'est lui qui fait les frais de ça. Donc, est-ce qu'il n'y a pas en fait une immense hypocrisie autour de cette émission? Il y a deux hypocrisies. La première, c'est que oui, il y a une chasse à l'homme et c'est incontestable et finalement, on ne va pas le dire. Alors que c'est une réalité, c'est comme ça. Il a raison de le dire. La bête noire, et du coup, on a sacrifié Énergie 12, qui n'a rien à voir dans l'histoire, au passage. Hein. Eux, on n'en parle pas, mais Énergie 12 a été sacrifié dans ce qu'ils ont fait, eux. Il ne fallait pas que C8 soit tout seul. Voilà. Donc bon. Deuxième chose, c'est que c'est un avertissement sec pour CNews. C'est clair, hein? C'est-à-dire, c'est la prochaine étape, c'est vous. Hein. Et d'ailleurs, on ne serait pas étonné si la prochaine fois, CNews ne passe pas le renouvellement de l'ARCOM au nom du pluralisme. Ce que je veux dire, c'est que ce qui est extraordinaire quand même, ce qu'il faut quand même bien noter, c'est à qui a été accordée la fréquence jusqu'ici attribuée à Bolloré. Bolloré, qui est donc un mec d'extrême droite, et qui, évidemment, milliardaire, c'est un problème pour l'extrême gauche, on a tous compris que c'est un problème. Est-ce que la gauche gueule aujourd'hui que la fréquence est attribuée à Kretinsky? Kretinsky, il a quand même effectivement déclaré qu'il était fasciné par Emmanuel Macron. C'est quand même fou, hein? Vous avez un type qui est fasciné par Emmanuel Macron et qui est à qui attribuer la fréquence. On vire Bolloré pour l'attribuer à un nouveau copain de Macron. Marrant quand même. Mais si vous le dites, on vous dit que ça n'a rien à voir, c'est à cause de Cyril Hanouna. Vous pouvez prendre les gens pour des cons, mais au bout d'un moment, ça se voit. Sauf que les gens le voient. Maintenant, les gens le voient. C'est comme en Roumanie. Hein. Ce qui passe en Roumanie, c'est la même chose. On vous dit non, on ne lui interdit pas de se présenter. Au candidat, on ne lui interdit pas de se présenter. On vient juste l'empêcher de faire campagne. Bon, il y a quand même des manifestations de monstres en Roumanie en ce moment. Tout ça va finir par péter. C8 est un symbole intéressant parce qu'il vous montre quelque chose d'important. Il vous témoigne quelque chose d'important, je dirais. Il vous interroge. Est-ce que ceux qui étaient Charlie hier sont C8 aujourd'hui? C'est pas anodin. Charlie a fermé... Enfin, Charlie a eu cet attentat en 2015. 2025, 10 ans plus tard, C8 ferme. Pour les mêmes raisons que celles qui ont conduit aux attentats de Charlie. C'est-à-dire? Charlie était provocateur. Charlie, effectivement, ne respectait pas les règles. Charlie a pris plusieurs plaintes ou que sais-je, et plusieurs condamnations. Charlie est blasphémateur. Charlie touche à l'ordre moral établi, et Charlie en fait trop. Charlie est vulgaire. Rappelez-vous de ces mots. Hein. Et bien maintenant, mettez-les côte à côte avec C8. C'est le même champ lexical. Vous voulez dire Charlie, C8, même combat? Oui. C'est le combat de la liberté d'expression. Je croyais que c'est François Hollande qui, en 2015, avait dit au 9 janvier au soir, il avait dit la République, c'est la liberté d'expression. La République, c'est la culture. La République, c'est la création. La République, c'est la démocratie. Il en reste quoi aujourd'hui? Il en reste quoi? Alors, à la question, est-ce que le catholique a sa place dans ce combat? J'ai envie de vous dire, c'est bien là où il a sa place. C'est bien là. Et que finalement, les nouvelles croisades qu'il doit mener, elles sont là. C'est-à-dire que pour faire simple, s'il y a à protéger les lieux saints, ils sont là, les lieux saints. C'est les lieux saints de la liberté, c'est les lieux saints de la vérité, et c'est les lieux saints du pluralisme. Parce que croyez bien que demain, les premières victimes de tout ça, ou les secondes victimes immédiatement derrière, l'extrême droite, comme on dit, ce seront les chrétiens, et les catholiques en premier. Et ça commence. Et ça commence. À quoi le voyez-vous? Je le vois aux églises incendiées, je le vois avec la question des JO et de la moquerie absolument insupportable qu'il y a eu. Je le vois à l'éducation sexuelle à l'école, où à chaque fois que vous vous y opposez, on vous traite d'intégriste catholique, machin, c'est catho bourgeois, tout ce que vous voulez. On voit bien qu'on est en train de paralyser le débat public avec la réduction hâte extrême droite, la réduction hâte catholique. À chaque fois, on a des champs lexicaux, mais à gauche, ils ont les mêmes, hein. C'est la réduction hâte terroriste. Sauf que ces imbéciles ne voient pas qu'en fait, ils nourrissent le système de l'intérieur. Qu'en venant se plaindre
d'une réduction infondée à terroriste en défendant à bon droit à certains égards les Palestiniens, eh bien finalement, ils entretiennent un système parce que eux font la même chose. Ils font de la réduction à l'extrême droite. La liberté, elle est universelle. Alors qu'ils devraient comprendre qu'ils sont victimes d'une même logique. Mais sauf qu'en fait, il y a un embrigadement tel dans ce pays que la seule liberté qui compte désormais, c'est la vôtre. Celle des autres, elle ne compte plus. La seule liberté d'expression qui compte, c'est la vôtre. C'est tout. Et c'est ça qui, moi, me distingue. C'est que moi, je suis l'homme du débat. Et je note qu'en réalité, il y a une autocensure. Parce que ce que disait Cyril, en face de moi pendant le Covid, à la fin, plus personne ne voulait venir. Et qu'aujourd'hui, on a beaucoup de mal à trouver des invités politiques qui voudraient venir en plateau face à moi. Parce que forcément, censurer, c'est bien. Affirmer, c'est bien. Débattre, ça demande un tout petit peu... ça demande de poser ses testicules sur la table 2 minutes et d'affronter. Là, c'est ça la vérité. Et sauf qu'effectivement, comme on est masculin à peu près tout le monde, c'est pas facile de les poser sur la table. Trop risqué d'être face à vous. Oui. Parce que la liberté est risquée. Vous êtes avocat ou procureur ? Moi, je suis avocat pleinement. Je défends. Je défends la liberté d'expression, je défends la vérité, je défends l'oppression, je défends contre l'oppression. C'est ça que je fais. J'accuse personne, moi. Je défends. Mon métier, c'est de défendre. Ma vie est consacrée à la défense. Vous savez, c'est l'Esprit Saint, c'est le Paraclet, le défenseur, qui vous enseignera toute la vérité. On est des défenseurs. Les chrétiens sont des défenseurs. Nous sommes un peuple de défenseurs. Maître Divisio, dernière question. Cyril Hanouna dit tout le temps « Je t'aime, mes chéris, je t'aime d'amour, etc. Je t'aime très fort. » Il vous parle de Dieu ? C'est quelque chose qui existe ou quelqu'un qui existe pour lui ? Il m'en a parlé un petit peu à la mort de son père. On a un peu échangé là-dessus, puisqu'on a échangé, je lui ai envoyé partie du Kaddish, en fait, puisqu'il est juif, et je lui ai envoyé une partie du Kaddish, et on a eu l'occasion d'un bref échange sur cette question. Maintenant, vous touchez quand même là dans l'ordre de l'intime, et je ne me crois pas autorisé, si vous voulez, à rentrer là-dedans. Mais en tout cas, moi, je n'ai jamais fait mystère de ma foi, et il m'arrivait régulièrement, il continue de m'arriver d'ailleurs, comme je le ferai à Pâques ou à Noël, très régulièrement, je lui envoie effectivement que le Christ te protège, ces bénédictions de l'Église, et j'ouvre à chaque fois une fenêtre avec lui là-dessus. Moi, j'ai jamais entendu cacher à qui que ce soit ce que j'étais, et j'impose rien à personne, moi. Mais le fait est que mon champ lexical est celui du christianisme. Je n'entends absolument pas m'en cacher. Et mes références sont celles de Bernanos, sont celles de Peggy. C'est ça, mes références. Et lui s'est toujours montré respectueux à cet égard. Il ne s'est pas montré respectueux, c'est plus que ça. C'est-à-dire que c'est quand même celui qui, va dire en émission que la religion chrétienne est la plus persécutée, qui, 2, va remettre à sa place un Thomas Guénolé qui vient vouloir détruire le Sacré-Cœur ou que sais-je, en considérant que c'est une offense grave, qui, 3, me laisse quand même en plateau. Il faut bien mesurer de quoi on parle. Le TPMP, c'est quand même l'endroit où j'ai cité Saint Paul, où j'ai pu citer les épîtres de Pierre. Enfin, ça paraît complètement insensé quand vous le faites. Est-ce qu'il y a un autre endroit où vous pouvez citer Saint Paul ? Sur ce plateau, j'ai fait l'éloge de la fidélité. Sur ce plateau, j'ai fait l'éloge de la parentalité, de l'éducation, de l'amour oblatif. On a prononcé des mots comme l'oblation. Alors tout le monde ricane en disant « mais ils ne savent même pas ce que ça veut dire ». Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons 2 minutes. Il faut arrêter de penser que les gens sont cons. Pas parce qu'ils font les imbéciles, que ce sont des imbéciles. Et ça, c'est fondamental de se l'entendre dire. Et donc moi, je trouve que ce plateau a été véritablement un truc incroyable, une agora, en fait, de cette... Moi, honnêtement, je le redis avec une pointe de nostalgie, presque. Je suis triste que ça s'arrête. Non tant de ne pas y retourner, puisque finalement, j'avais décidé de ne pas y retourner. Donc en soi, je pourrais m'en foutre. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser qu'on a détruit une église, là. Pas empêcher que c'est toujours un peu comme quand on brûle des églises, quand on les détruit. Il y a quelque chose de l'ordre de la mémoire des hommes qui s'efface. Merci beaucoup, maître Fabrice Divisio. Merci pour ce retour d'expérience sur TPMP, sur C8 et sur Cyril Hanouna.